Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Millennium se raconte sur Radio, le nouveau rendez-vous qui donne la parole aux jeunes bruxelloises et bruxellois qui pensent l'avenir autrement. On danse, on va chacun, chacune, on joue la chance, au retour on brasse les lunes, on rêve, on danse, on va chacun, chacune, on joue la chance, au retour on brasse les lunes, on rêve, on danse, on va chacun, chacune, on joue la chance, au retour on brasse les lunes, on joue sa chance, au retour on brasse les lunes. Vous êtes sur E-Radio, dans Millennium se raconte, le rendez-vous des jeunes bruxelloises et bruxellois avec le futur. Comment le rêvons-nous, ce futur ? Je suis Romy Trajman et chaque samedi, avec Millennium se raconte, je tends le micro à une jeunesse bruxelloise qui s'interroge sur l'avenir et agite nos pensées. Bien que différents de par leur vécu et leurs intimes, ils portent en eux le rêve commun d'un futur plus humain. Notre émission questionne les grands enjeux de notre époque et aujourd'hui, nous nous intéressons à l'éducation et au décrochage scolaire des jeunes. Comment redonner du sens à l'éducation face à une jeunesse en crise et en mutation ? Comment s'actionner, inventer, innover ? J'ai la joie d'avoir à mes côtés deux invités autour de cette table qui ont décidé de transmettre leur savoir dans une école expérimentale et réjouissante, Out of the Box. Philippine de Billot, après des études en communication à UCL et en marketing, tu travailles dans différentes salles culturelles comme Flaget, La Monnaie à Bruxelles, au service notamment mécénat, puis tu fais une rencontre déterminante, tu vas nous expliquer un peu plus tard. Ta collaboratrice chez Flaget, connaissant ta passion pour les mots et la transmission, te met en lien avec le fondateur du Fonds Victor, qui organise des ateliers d'éveil à la lecture pour les enfants, et là, prise de conscience, tu décides de changer de métier et tu rejoins Out of the Box, désormais en charge de l'atelier lecture et écriture. Même. Gaïa Dubois, tu es psychopédagogue chez Out of the Box, donc la même structure, une école expérimentale dont le but est de raccrocher les élèves qui ont décroché. Tu as étudié la psychologie à UCL et tu intègres Out of the Box en 2018. Ton parcours de psychologue dans l'école te fait comprendre que le système éducationnel classique ne convient plus, que le décrochage scolaire se produit de plus en plus tôt, avec notamment des phobies d'aller à l'école, une perte d'intérêt pour l'apprentissage et du harcèlement scolaire, ce qui t'amène aussi à faire du coaching et de l'orientation auprès des jeunes. Vous partagez une approche différente et au plus près des élèves, de leurs problématiques dans un monde qui change. Merci d'être là ce soir, et de partager avec nous cette expérience de terrain. Bienvenue. Donc alors Philippine, pourquoi Out of the Box ? Pourquoi Out of the Box ? Parce que Out of the Box est venu à moi, parce que j'ai pas choisi. En fait, les deux métiers que je cumule pour le moment, je les ai pas choisis. Ils sont vraiment venus à moi. Et c'est ce que j'aime dans cette façon de voir le monde, c'est qu'il faut avoir confiance dans les opportunités et pouvoir les prendre aussi au bon moment et plonger dedans, ne pas avoir peur. Et comment tu es passée du coup, parce que tu étais dans le service culturel donc, de Flaget, tu as switché donc, en tant que animatrice d'ateliers d'écriture et de lecture, c'est quand même un changement. Ça n'a pas dû être simple au début de t'adresser à des ados ou des enfants. Comment ça s'est déroulé, ce switch ? En fait, c'est jamais vraiment... J'apprends toujours encore, en fait. Je pense que le principal, c'est qu'il faut être à l'écoute des jeunes. Et tant qu'on est à l'écoute des jeunes, tant qu'on essaye de percevoir ce qu'ils ont à nous demander, eh bien, c'est à nous, avec notre réflexion, notre capacité d'être... oui, on a 30 ans, mais on est quand même des adultes par rapport à ces jeunes. C'est de prendre un peu de hauteur et de se dire, OK, on a une possibilité de répondre à leurs questionnements. Et donc, oui, certes, c'est un grand pas entre le culturel, le mécénat et l'éducation. Mais je pense, quelqu'un à l'écoute. Au fond, c'est ta place. Tu as l'impression maintenant d'être là où tu devais être. C'est ça qui te plaît le plus, qui te passionne. Je crois qu'effectivement, c'est là où je devais être. Oui. Je me suis cherchée et le métier m'a trouvée. C'est magnifique. Et Gaïa, toi, tu peux nous expliquer un petit peu aussi ton parcours et ce qu'est Out of the Box plus précisément. Alors, mon parcours professionnel a
commencé à Out of the Box, en fait, parce que donc j'ai étudié la psychologie et j'ai directement commencé à travailler là-bas. J'avais déjà entendu parler du projet bien avant d'y être engagée. Et donc, Out of the Box, c'est un service d'accrochage scolaire privé qui prend en charge des adolescents entre 15 ans et 19 ans pour une durée de plus ou moins 9 mois, donc une année scolaire. Et ça a été créé par ? Ça a été créé par Diane Hennebert. En quelle année Le début de Out of the Box, c'était en 2015-2016. Ouais. Oui, donc c'est super récent. Oui, c'est la 7e année où Out of the Box est ouvert. Et donc c'est une école qui accueille une seule classe, donc une classe unique. Tout à fait. Tu disais de 28 élèves. Et quel est le profil en fait des élèves que vous accueillez et quelles sont les causes de leur décrochage ? Alors, le profil des jeunes qui sont à Out of the Box, en fait, c'est plein de profils différents. C'est justement ça, en fait, qui fait la force du groupe des 28 jeunes qu'on a cette année et qui ont fréquenté Out of the Box durant ces 7 années. C'est qu'on essaye de créer un groupe avec des jeunes qui viennent de tous les horizons différents, de tous les milieux différents également, car on pense que cette différence leur apporte énormément. Peut-être même qu'ils ne seraient jamais devenus amis s'ils n'avaient pas côtoyé Out of the Box. Et voilà, donc on part sur ce principe-là. En effet, il n'y a qu'une seule classe avec différents intervenants qui viennent donner leurs ateliers. Une chose qui est importante à savoir, je crois, c'est que les personnes qui viennent donner des ateliers, comme par exemple Philippine, ce ne sont pas des professeurs en tant que tels, ce sont vraiment des professionnels passionnés par leur métier et qui ont juste envie de transmettre leur savoir et d'apprendre également au retour des jeunes. Voilà. Et comment ça se déroule une semaine type chez Out of the Box ? Alors, la semaine type... Il n'y en a pas. Oui, c'est vrai que aucune semaine ne se ressemble, mais on a quand même un programme. Donc, entre 9h et 9h30, on accueille les jeunes pour un petit déjeuner. On trouve ça beaucoup plus convivial et chaleureux de commencer la journée tous ensemble autour d'un petit café ou d'une crêpe plutôt que de directement se mettre au travail. Et puis, on a différents ateliers. Donc, par exemple, le lundi, ils ont boxe et yoga. Puis, il y a le temps de midi, des ateliers l'après-midi. On a 2 types d'ateliers, entre guillemets, différents. Des ateliers plus artistiques et créatifs et des ateliers plus... académique, exactement, comme lecture et écriture, ou la philosophie, l'histoire, mais qui sont de toute façon donnés de manière ludique et voilà, de manière ludique. Et c'est académique. Exactement. Moins académique, et du coup, ça se finit quoi, vers 17h ou plus tôt ? Ça se finit vers 16h30, 17h, sauf le mercredi, où là, c'est une petite journée comme à l'école, on finit vers midi et demi, 13h. Et donc, en fait, l'école, étant une école expérimentale, n'a pas le statut encore d'école réelle. Donc, c'est vraiment une année, en fait, de transition pour ces jeunes qui ne savent plus comment faire, enfin, qui savent pas, qui ont perdu un peu confiance en eux aussi. Exactement. Et vous les aidez à reprendre confiance et à les réorienter. En fait, Out of the Box, donc, est un service d'accrochage scolaire privé. Et effectivement... mais qui ne coûte pas trop... Enfin, tu m'avais dit qu'en fait, c'était en fonction du taux... C'est au prorata des revenus des parents, en fait. Ça. Voilà. Donc, l'argent n'a jamais été un obstacle pour une inscription à Out of the Box. Loin de là. On ne veut vraiment pas que ça le soit. Mais il est vrai que notre mission, c'est de redonner l'envie d'apprendre aux jeunes, peut-être différemment aussi, leur redonner confiance en eux, leur donner la possibilité aussi de mieux se connaître. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à la question. Si, c'est très intéressant. Et toi, donc dans cette structure-là, quel est ton rôle auprès des élèves en tant que psychopédagogue ? Parce que tu es présente, tu m'as dit en continu, ça veut dire que c'est assez rare, ça, comme c'est un peu d'ailleurs expérimental. Tu assistes à tous les ateliers de la semaine. Voilà. Et comment tu définirais ton rôle ?
Alors, mon rôle, je pense pas que je n'ai qu'un seul rôle. Je crois que je suis assez polyvalente, mais comme on l'est à peu près tous, je crois, à Out of the Box. Donc, une qualité première. Hein. Oui. Si on n'est pas polyvalent, alors les jeunes le comprennent aussi. Et c'est une force que nous devons avoir quelque part, sans que ça ne soit explicite. Donc, lorsqu'on nous demande, nous, en tant que chargés d'atelier, d'intervenir dans les cours, on ne nous dit pas « soyez polyvalents ». C'est implicite, il faut qu'on le comprenne directement, parce que en fonction de tous ces caractères différents, rebondir constamment, ça demande une certaine forme de polyvalence. Donc, c'est nécessaire. Oui, c'est nécessaire. Et voilà, pour répondre à la question, donc... Je dois, comme tous les autres, être vraiment polyvalente. Donc, c'est-à-dire que moi, je participe un maximum aux ateliers avec les jeunes. Mon regard de psy par rapport à tout ça, c'est vraiment l'observation des jeunes. Étant donné qu'ils ont aussi beaucoup d'ateliers créatifs, ça peut être l'interprétation des choses qu'ils créent, qu'ils réalisent. Et puis, j'ai le volet entretien individuel. Donc, je prends les jeunes dans mon cabinet pour savoir comment ils vont. Ça, c'est selon leurs souhaits ou vous avez des rendez-vous assez réguliers ? Ça dépend. En fait... Très fréquemment, les jeunes qui viennent à Out of the Box sont déjà suivis par des pédopsies ou des psychologues. Et donc, je n'ai pas envie de leur rajouter un psy en plus. Et donc, une charge peut-être aussi en plus au quotidien. Moi, je suis vraiment là comme un soutien. Mais effectivement... il y en a qui en ont plus besoin que d'autres. Il y en a qui ne vont pas voir de psy et qui en ont vraiment besoin. Donc, avec ceux-là, je prends vraiment le temps de manière régulière de parler avec eux et surtout de les écouter. Et puis après, je m'occupe aussi des réunions des parents. Enfin, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Je seconde la réunion des parents qui est dirigée par Sephora Thomas, qui est une psychanalyste, qui est là depuis le début de Out of the Box, qui a même un peu contribué à mettre son petit grain de sel pour la création de Out of the Box. Et là, mon rôle à moi, c'est vraiment d'essayer de faire le lien entre les jeunes, les parents et l'école. Parce qu'on a remarqué que quand l'information et quand les choses deviennent fluides et cohérentes entre ces trois pôles d'un même triangle, les jeunes se sentent mieux et se développent beaucoup mieux au final. Et donc l'idée, c'est après 1 an, donc une année de raccrochage scolaire, que vous ayez réussi en fait à raccrocher le jeune et qu'il puisse continuer à étudier dans une école traditionnelle, aller travailler, en général. Non, pas forcément. En fait, moi, mon objectif aussi avec eux, et d'où la formation de coaching d'orientation que j'ai faite, parce que j'avais eu l'impression qu'en tant que psychologue, on n'est pas forcément outillé pour bien orienter les jeunes par la suite, et c'était une de mes fonctions aussi. Notre rôle et notre engagement qu'on a auprès de tous ces jeunes, c'est vraiment d'essayer de les réorienter pour le après Out of the Box. Rares sont les jeunes qui retournent dans une école classique. Oui, bien sûr. Maintenant, ils prennent des chemins qui sont très différents. Certains vont faire leur jury central en vue d'obtenir leur CESS, qui leur ouvriront des portes pour aller à l'université ou où ils veulent au final. Certains autres feront des formations qualifiantes, d'autres partiront voyager. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas, du sur-mesure en fonction de leurs besoins, de leurs envies et voilà, du chemin qu'ils ont envie de poursuivre par après. Mais en tout cas, le but, c'est de leur redonner le goût de l'apprentissage. Oui, et d'avancer. Et du gai savoir, c'est ça qui avait écrit, exactement. C'est joli sur le site. Et d'avoir confiance en eux, oui. Surtout d'avoir confiance en eux, parce que ce qu'il y a de chouette aussi dans ce groupe et dans cette manière de fonctionner, c'est que les jeunes, ils arrivent avec avec leur carapace, avec leur passif, avec leurs a priori. Et ce qu'on remarque aussi, puisque moi je suis vraiment en charge de l'atelier lecture et écriture, c'est qu'à travers leur écrit, en fait, ils se dévoilent et puis ils laissent aussi tomber beaucoup de barrières. Donc, cette fameuse différence de milieu, d'ethnie, etc., parce qu'il y a même ça, il y a des personnes qui sont plutôt musulmanes religieusement, d'autres catholiques, d'autres qui n'ont pas du tout, d'autres qui viennent de je ne sais pas quel autre pays. Bref, ça vient vraiment de partout. Et ils réapprennent à se connaître
et ils apprennent à connaître l'autre d'une manière beaucoup plus globale. Et dans les ateliers lecture et écriture, c'est souvent là aussi où le rôle de Gaïa est très important. Le mien aussi, parce que du coup, c'est moi qui l'ai fait écrire, mais l'interprétation des écrits est vraiment intéressante. Et toi, justement, Philippine, tu as cette double casquette parce que tu animes des ateliers dans Out of the Box, mais aussi dans d'autres écoles, je dirais, plus traditionnelles, avec le Fonds Victor. Et comment tu perçois la différence, justement, des profils des élèves entre l'école expérimentale qui est Out of the Box, donc avec une approche beaucoup plus individuelle, beaucoup plus basée sur le cas par cas, la créativité, etc., et une école plus traditionnelle, donc... une méthode plus traditionnelle, je dirais qu'elle n'a pas trop évolué durant ces 30 dernières années. Il n'y a pas d'autre mot que traditionnel. Donc, c'est marrant parce que ce matin, j'étais au téléphone avec une prof qui vient de l'enseignement professionnel et je lui parle d'un roman. Un roman qui s'appelle Beethoven, la symphonie du destin, et c'est un roman historique qui s'adresse à des jeunes en 2e secondaire, donc ils ont entre 13 et 14 ans. Et il faut tout un contexte historique pour connaître ce roman, pour comprendre qui est Beethoven et machin. Et la prof me dit, texto, voilà, je vois bien que mes jeunes ne parviennent pas à lire. Je vois bien qu'ils n'arrivent pas à entrer dans l'histoire. Donc, je suis allée demander aux profs d'histoire s'ils voyaient cette période historique dans leur cours en 2e secondaire. Le prof d'histoire répond, texto, non, on ne voit pas ça maintenant. C'est en 3e, 4e. Ce n'est pas dans le programme. Voilà la différence. C'est dingue. On essaye on se rend compte que l'école est de plus en plus sans frontières parce que c'est une institution qui se met plein de barrières et plein de frontières. Et le fait d'avoir ce parallèle out of the box et école traditionnelle, c'est un gap constant dans lequel je dois passer entre respect du programme, respect des procédures, respect des horaires. Et puis ensuite, j'arrive dans out of the box où là, c'est voilà, disons qu'il y a des horaires, mais parfois les horaires sont ajustables et c'est pas la même chose. Et donc il y a un gap vraiment très très intéressant et bouleversant parfois. J'avoue que il y a des moments où je me sens perdue par ces deux mondes qui sont à la fois les mêmes et à la fois tellement différents. Oui, avec ce que tu dis aussi, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que, par exemple, à Out of the Box, on essaye aussi de créer des liens entre tous les ateliers, ou en tout cas de se dire, tiens, mais ça a bien marché en théâtre, mais si on reprenait tel texte ou telle thématique en atelier de lecture et écriture, ou en chant, et donc, ou en histoire, n'importe, mais on reste pas coincé non plus dans un... Vous créez du lien, en fait, entre chaque activité. Voilà. On va écouter Marie-Robert qui va nous parler. Nous pouvons aujourd'hui vous proposer un projet pédagogique qui repose sur 3 leviers, tout aussi fondamentaux les uns que les autres. Le premier, bien entendu, est la pédagogie Montessori, notre socle, notre point de départ. Une pédagogie qui, évidemment, valorise l'autonomie, la responsabilité, mais aussi la concentration, essentielle dans le monde dans lequel nous vivons. Le second pilier est le bilinguisme, avec pour objectif de travailler la plasticité du cerveau dès le plus jeune âge, avec l'acquisition rapide d'une seconde langue, mais aussi l'ouverture sur le monde, l'attention aux autres, le respect de l'univers dans lequel nous sommes. Et puis le troisième pilier, qui est un incontournable, c'est aussi la considération du bien-être, à travers des cours de yoga, des cours de méditation, des cours de philosophie. Ce que nous voulons proposer aux enfants, c'est le plus d'outils possible pour qu'ils puissent se sentir ancrés, confiants, prêts à affronter la vie d'une façon heureuse et épanouie. C'était Marie-Robert qui parlait de l'école Montessori, justement, pour le coup parisienne. Dans quelle mesure Out of the Box aussi s'inspire de cette méthode Montessori ? Alors, je crois que Out of the Box a été créé sur base de
plein de méthodes différentes, ou en tout cas s'en est inspiré, dont celle de Montessori, Steiner et d'autres. Là, j'entends les cours de yoga, de méditation pour le bien-être, le rapport à la nature. Ce sont toutes des choses qu'on évoquait encore ce matin avec Philippine et avec lesquelles on est mais à 100% d'accord. Je crois vraiment que Out of the Box, c'est une sorte de mix entre toutes ces idées avec... son petit grain de sel en plus, qui est peut-être un peu plus créatif ou out of the box. C'est comme ça, c'est ne pas être dans les cadres. Et le côté un peu dérangeant, le côté un peu désobéissant, tout en restant... parce qu'on essaye aussi de les responsabiliser. Donc, ce n'est pas de la désobéissance irresponsable. Non. Mais il y a ce côté... peut-être un peu moins lisse, si je peux me permettre, par rapport à Montessori. Out of the box, il a envie d'un peu déranger, quoi. Ouais, il est plus audacieux, enfin un peu plus piquant. Ok, ouais. Ok, je vois. Et justement, toi, Philippine, donc on parlait du fait de décloisonner dans Out of the Box, contrairement aux écoles traditionnelles. Et hormis ce fait-là, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui n'est plus adapté aujourd'hui à l'éducation des jeunes ? Pourquoi l'éducation est en crise ? J'ai un autre exemple qui me vient en tête. Mais franchement, l'année passée, je crois que c'était l'année passée, je vais animer un atelier lecture-écriture dans une école dite traditionnelle. Et je fais travailler les jeunes en groupe. Donc, je leur demande à chacun de se mettre par 5. C'est une classe de 20, donc 4 groupes de 5. Et je leur dis, voilà, vous allez créer une histoire. J'aimerais que vous créiez une histoire ensemble. Et quand on dit créer une histoire, ça signifie parler. Ça veut dire laisser quelque chose sort de nous, quelque chose émane de nous. On parle, on doit bouger. C'est nous qui sommes en ébullition. Et ces jeunes sont effectivement en ébullition. Et je vois la prof. Donc moi, je suis trop contente. Je me dis, yes, ils sont en train de fonctionner et ils travaillent. Et la prof, pas du tout contente, me dit non mais plus jamais je leur fais faire ça. J'étais là, ok, c'était pas du tout l'histoire. Moi je voulais justement qu'ils racontent, qu'ils soient en connexion les uns avec les autres, qu'ils apprennent à gérer leur temps aussi, parce que je leur ai donné un temps imparti. Et donc je crois que ce qui est inadéquat dans une école, pas toutes, parce qu'il ne faut pas jeter la pierre. Je reste à dire que j'en vois plein dans toute la fédération Wallonie-Bruxelles. Je vais de Virton, Arlon à Comines, en passant par Liège et Namur. Enfin, je ne sais pas combien de villes je n'ai pas faites. Je les ai toutes faites, je crois. Il ne faut pas leur jeter la pierre, parce qu'il y en a qui essayent vraiment. Mais il n'empêche qu'il y a ce côté je suis prof, vous êtes les élèves, et le chahut-bahut, on n'en veut pas. C'est quelque chose de très fermant. Et c'est pas méchant, c'est juste que ils savent pas comment faire. Sinon aussi, il y a une raison pour ça, je crois. C'est que les écoles, les classes sont de plus en plus nombreuses. Ici, on parle d'une classe de 28. Mais quand on imagine qu'un prof a 5 classes de 28... tout ça sur la semaine, ça fait beaucoup à gérer. Donc, à un moment donné, je peux aussi comprendre, même si je ne suis pas d'accord, mais je peux comprendre l'énervement à un moment donné du chahut-bahut quand on fait 5 classes d'affilée avec 28 élèves par classe. Donc, voilà. Et quelles seraient les pistes de changement possibles ? Et est-ce qu'il y a d'autres écoles comme Out of the Box à Bruxelles où vous êtes l'unique, ou bien en tout cas des écoles expérimentales ? Quelles sont les pistes de changement que vous, au quotidien, vous explorez ? Il y a des sas d'accrochage. Donc, il y a des sas. Out of the Box, c'est un service d'accrochage scolaire, mais privé. Sur une année. Donc, voilà. assez... En fait, tous les SAS présents en Belgique, il y a par exemple le SAS Parenthèse qui est ici pas très loin, voilà. Il y en a d'autres en Wallonie, mais ce sont des SAS qui sont subventionnés par la fédération Wallonie-Bruxelles. Donc c'est quoi des SAS ? Des services d'accrochage scolaire. Ah, ok. Voilà. Et Out of the Box est le premier SAS et le seul pour l'instant en Belgique qui est privé et qui donc est subventionné par ce que nous on appelle des parrains et des marraines pour le bon fonctionnement de l'école, quoi. Voilà. Et alors, juste pour répondre à la question, les pistes, ce serait d'avoir davantage de SAS privés. Mais pour ça, il faut avoir des parrains et des marraines. Mais je crois que la solution la plus
fondamental, c'est d'accepter de réduire les classes dans un enseignement traditionnel. Il faut accepter de se dire qu'on ne va pas fourrer tout le monde dans le même panier. On doit faire des classes de 15 maximum. 15, c'est déjà beaucoup, mais 15 maximum. Et accepter d'introduire des choses beaucoup plus pratico-pratiques de la vie. On ne voit plus le système de Pythagore. Même moi, je ne sais pas le dire. Donc, je dirais à un moment donné, il faut parvenir à donner des choses concrètes. Des cours de cuisine, mais allons-y. Pourquoi contenez ça aux gens qui veulent faire de la cuisine ? Donnez ça à n'importe qui, vous verrez que les jeunes seraient contents de confectionner des cookies, quoi. Enfin, c'est con, mais il faut oser un peu plus. C'est la piste qui, pour moi, devrait être privilégiée. Moi, si je peux me permettre simplement, je crois que quand on donne aux jeunes et aux ados de la qualité, ils ont envie d'apprendre. Nous, on remarque ça à Out of the Box. Voilà, le bâtiment, c'est un bâtiment qui a été entièrement rénové, aménagé pour eux. Nombreuses ont été les personnes qui ont dit à Diane mais t'es folle, enfin, ils sont tous en décrochage, ton bâtiment, il va être complètement délabré. Et force est de constater que le bâtiment, les jeunes en prennent soin. Et je parle là du bâtiment, mais parce que c'est l'exemple de la structure, mais quand je parle de qualité, c'est aussi la qualité des interventions qu'on leur propose et aussi le fait de s'intéresser aux jeunes. Souvent, dans les écoles, on les cantonne, comme tu dis, des classes de 30. Alors, chez nous, ils sont 30, mais on est souvent 3 ou 4 adultes autour d'eux. Donc, s'il y a quoi que ce soit, on est plein pour les encadrer, pour les écouter. Mais je crois vraiment que... il faut savoir écouter les besoins des jeunes et en tenir compte et pas seulement les mettre dans une case ou comme des pions en disant toi tu vas là, tu dois faire ça et tu dois réussir parce que pour moi ça marche pas quoi. Ouais, les écouter au cas par cas en fait. Et... Ouais. Okay. Et donc toi Gaïa, tu me disais que l'année prochaine normalement l'école donc allait devenir une école pilote. Potentiellement ça changerait quoi? Alors, pour le moment, en fait, c'est pas si compliqué que ça, mais légalement, les jeunes doivent être inscrits dans une école, administrativement au moins, pour couvrir l'obligation scolaire. Mais ça veut dire qu'ils ne vont pas dans cette école traditionnelle. Mais ça veut dire qu'ils sont inscrits administrativement dans cette école. Et nous, par la suite, on signe une convention avec cette école pour prévenir, en fait, que non, le jeune n'ira pas à l'école, mais qu'il fréquentera notre atelier Out of the Box. Ça, c'est la base. Après ça, c'est vrai que Out of the Box, c'est la 7e année que Out of the Box est ouvert. Je pense que ça a suscité beaucoup d'intérêt, notamment de la part du ministère, et que ils ont eu envie peut-être de vouloir modéliser Out of the Box, ou en tout cas de comprendre son fonctionnement et peut-être faire en sorte que une inscription à Out of the Box vale une inscription ou soit équivalente à une inscription scolaire. Le programme a déjà commencé cette année en septembre, donc là pour l'instant on est en période test. À voir si ça fonctionne ou pas, parce que qui dit protocole, etc., dit aussi compte à rendre, moins de liberté, peut-être aussi moins de créativité ou de marge de manœuvre. Ça, on ne sait pas encore juger ça pour le moment. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que cette année, on essaye et on verra. Oui, parce que je tiens juste à préciser que Out of the Box délivre les cours dits essentiels, c'est-à-dire vraiment lecture et écriture, anglais, néerlandais, sciences, mathématiques de temps en temps, économie aussi, ça dépend des intervenants, mais il y a quand même chaque fois au moins soit les maths, soit l'économie, la philosophie et l'histoire. Donc il y a quand même à côté, et c'est ça qui est beau, c'est qu'à côté de ces espaces temps libre, je dirais, parce que malgré tout, le théâtre, le yoga, la boxe, la cuisine, certains jeunes vont quand même faire de la cuisine avec Diane, justement. Donc, tous ces espaces dits, pour moi, de création, de temps libre au niveau de l'esprit, sont complétés par tous ces cours que l'école traditionnelle demande. Donc, voilà, c'est pas... ce serait pas bête de l'appeler une école, en tout cas. Pilote.
Et toi, Philippine, qui donne des cours, des ateliers de lecture et d'écriture aux ados qui sont beaucoup addicts au smartphone, comment tu ressens leur approche au langage et quelle est ta méthode pour leur redonner le goût des mots? Qu'est-ce que tu fais? Alors, il y a un constat, c'est que dans toutes les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a de plus en plus de mixité. Quand je parle de mixité, c'est vraiment des jeunes qui viennent de tous les horizons. C'est donc vraiment quelque chose qui s'aligne partout. Et le français n'est plus forcément leur langue maternelle. Donc, il y a déjà ça. Ce n'est pas que les smartphones qui compliquent l'entrée dans la lecture et l'écriture, c'est aussi le simple fait qu'ils ne comprennent pas la langue. Donc, approcher les jeunes avec des livres, il faut que les livres soient des thématiques fortes, qu'ils comprennent. Par exemple, l'année passée, on avait Cassius, qui est un livre qui parle de ségrégationnisme. Et l'année passée, hasard complet, il y avait le fameux Black Lives Matter. Et donc, en fait, on a pu mettre en lien ce qui se passait aux États-Unis et le livre. C'était exactement concordant à l'histoire et donc les jeunes ont hyper vite pris. Aussi, il faut dire que Cassius, c'est quand même Mohamed Ali, donc la boxe, ce gars, il est super connu. Mais cette année, on a un livre, par exemple, qui parle de la découverte de la sexualité, de sa sexualité. Ça aussi, c'est un thème qui touche les jeunes. Donc, au-delà du smartphone ou de la langue, il y a aussi le choix du thème qui leur parle. Et donc ça, en général, qu'ils aiment lire ou ne pas lire, on arrive quand même à trouver une manière de les approcher. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Du coup, on parlait aussi des profils en fait de ces jeunes qui décrochent et auxquels il faut justement donner des impulsions pour accrocher. Quels sont exactement le profil de ces jeunes et est-ce qu'il y a aussi des jeunes qui sont issus de migration ou qui sont des réfugiés? Tu parlais du fait qu'ils ne parlaient pas forcément français. Voilà, qui sont-ils? Alors, les profils des jeunes sont évidemment très, très, très différents. Comme exemple, on peut dire qu'il y en a qui ont des phobies scolaires, d'autres qui ont subi du harcèlement, que ce soit des professeurs ou des jeunes de leur âge. Il y a des difficultés familiales aussi et financières qui peuvent entrer en ligne de compte par rapport au décrochage scolaire. Et puis, en effet, ça nous arrive régulièrement de prendre 1, 2 ou 3 jeunes issus de l'immigration. Et alors là, on s'allie à une autre école qui s'appelle Marius Renard, dont Damaris, la prof de français, est notre relais, en fait. Et voilà, donc eux, ils suivent les cours de français à Marius Pourquoi Renard. Marius Renard? Justement, parce qu'on connaît cette Damaris qui trouvait le partenariat école traditionnelle avec les cours poussés en français pour ces jeunes immigrés, du coup, et le côté beaucoup plus immersion et créatif à Out of the Box. C'est vrai que l'alliance des deux donne des résultats assez incroyables. Sociabilisant aussi. Et sociabilisant aussi, j'allais en venir, parce que justement, les jeunes immigrés qui sont dans ces écoles restent souvent entre eux. Et donc, quand ils viennent à Out of the Box, ils sont complètement immergés dans la langue française, premièrement. Et deuxièmement, ils font des rencontres incroyables de jeunes qui sont tous différents aussi. Mais ce qui leur permet aussi de créer un réseau social différent de celui de Marius Renard. Voilà. Et du coup, comment, toi, Gaïa, tu perçois le rapport des jeunes à leur futur? Comment combattre? Est-ce que vous sentez un certain fatalisme, une difficulté aussi? La période n'est pas évidente, évidemment, pour ces jeunes, donc il y a
dépression ou pas. Mais comment tu perçois le rapport au futur, en fait, leur rapport au futur? Je le perçois comme terriblement incertain, anxiogène aussi, et très déstabilisant. Je crois qu'en effet, le contexte du Covid n'a vraiment pas aidé, notamment parce que nous, les adultes et leurs parents et toute la société a connu de grands chamboulements, une période d'énormes incertitudes et parfois d'énormes difficultés pour certaines personnes. Donc, il est vrai qu'étant entouré d'adultes vivant aussi cette situation, il est difficile aussi pour eux de pouvoir peut-être avoir des points de repère solides ou des points d'ancrage qui les stabilisent. Je pense aussi que à l'heure actuelle, il est très difficile. Enfin, moi, j'ai vécu ça quand j'avais 17-18 ans, où on nous dit allez, t'as 18 ans, t'as ton CESS, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et cette question est d'autant plus problématique, ou soulève en tout cas beaucoup plus de questions maintenant, parce qu'on remarque que beaucoup de secteurs ont été touchés par la crise du Covid. On remarque que ce qu'on pensait être acquis ne l'est pas forcément, que ce qui a été dévalorisé pendant ou peu valorisé pendant des années l'est à nouveau ou tente de l'être. Et donc voilà, la vision de leur futur, je crois, est vraiment obstruée. Mais je crois que le fait de fréquenter un endroit comme Out of the Box, où on pousse aussi à la créativité, au fait de savoir rebondir. Philippine disait que, bon, voilà, comparé Out of the Box à une école traditionnelle, nous, on n'est pas toujours tout droit et bien dans les cadres, d'où son nom. Mais je crois aussi qu'on a tous développé, et qu'on incite les jeunes à développer une certaine capacité à rebondir, à innover, à créer, et ce qui peut vraiment aider à se dépatouiller, trouver quelque chose qui les intéresse, eux. C'est génial. Et toi, du coup, Philippine, être en contact avec ces jeunes au quotidien, qu'est-ce que ça a changé sur ta vision du monde et de la société? En quoi tous ces jeunes qui ont des parcours différents, qui viennent de milieux socioculturels complètement différents, qui au départ n'ont plus confiance, et à qui tu vas insuffler la confiance, comment toi aussi ça change ton rapport au monde? Alors, c'est marrant parce que comme je vois une telle multitude de jeunes, c'est ça aussi qui fait la spécificité de ma casquette, c'est que je vois aussi bien des jeunes en traditionnel que à Out of the Box. J'ai deux trucs qui me viennent en tête. Le sub, comme ils ont l'air de dire tout le temps, c'est-à-dire la flemme, ou je n'ai même pas tout à fait compris le sens de ce terme, mais il y a ça qui vient en tête, qui me vient en tête, et il y a l'envie d'en découdre. C'est vraiment ces deux facettes-là des jeunes que je ressens et qui me font avoir une vision du monde. À la fois, j'ai la flemme et j'en ai marre, et d'un autre côté, j'en ai marre d'en avoir marre, et je veux vous montrer que j'en suis capable, quoi. Donc mon regard, il évolue énormément, et je crois que en tout début d'émission, je disais que ce boulot m'a trouvée, et je m'y suis trouvée vraiment. J'ai envie d'être toujours à la pointe pour les amener à avoir confiance, et eux me permettent de constamment voir le monde avec leurs yeux. Donc je me mets en question et je leur pose des questions. Et quelles sont les méthodes d'éducation qui vous inspirent dans le monde? Parce que vous disiez que c'est un peu un melting pot, Montessori, Steiner, etc. Et aussi, quelles sont vos prédictions pour l'enseignement du futur? Comment vous voyez le secteur de l'éducation évoluer d'ici 10 ans? Qu'est-ce que vous pensez que ce sera? Alors d'abord les inspirations. D'abord les inspirations. On en discutait tout à l'heure. Il me semble qu'à l'heure actuelle, les jeunes, le rapport à la nature est quelque chose
qui a été fort mis de côté. On passe ses journées derrière un bureau à écouter quelqu'un qui nous apprend des choses. Mais ce rapport à la nature a tellement été mis de côté qu'on en perd l'essentiel au final. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de pédagogies, et Philippine en parlera juste après, mais dans des pays scandinaves où on revalorise ce rapport à la nature, ce retour aux sources, qui en plus de nos temps est peut-être un peu essentiel. Je trouve ça quand même primordial, et c'est quelque chose moi qui me tient énormément à cœur, puisque j'ai l'impression que derrière un bureau on emmagasine beaucoup de choses, mais on expérimente tellement peu. Et la deuxième chose pour répondre à cette question, c'est et je remarque ça à Out of the Box, mais je sais qu'il y a d'autres écoles, même ici à Bruxelles, qui pratiquent ça, c'est l'enseignement entre élèves. C'est-à-dire qu'habituellement, on fait des classes selon l'âge. Chez nous, ils ont de 15 à 19 ans, voire un peu plus ou un peu moins, ça dépend. Mais il y a parfois des écoles où ils font ça par tranche d'âge de 2 années. Et où, du coup, les plus petits se voient enseigner les choses des jeunes juste au-dessus d'eux, ce qui permet aux enfants un tout petit peu plus grands de vérifier qu'ils ont bien compris, qu'ils connaissent et qu'ils savent, du coup, enseigner et collaborer. Et c'est là le troisième point aussi, c'est que je trouve que on pousse vraiment à une culture très individuelle, très compétitive, de celui qui aura les meilleurs points, de celui qui le fera le mieux, mais on en oublie le fait de travailler en groupe, et que travailler en groupe développe aussi énormément de compétences et de savoir-faire, et surtout de savoir-être. Donc voilà, ça c'est moi les 3 points que j'avais envie de mettre en évidence. Et toi, Philippine ? C'est marrant parce que, en gros, je vais ajouter ma touche, mais tout ce que Gaïa a dit, je la rejoins. Mais pour parler plus spécifiquement des écoles, donc il y a 2 systèmes qui, moi, m'inspirent vraiment. De 1, c'est le système finlandais, et de 2, c'est le système... je ne sais pas si on dit balien, qui vient de balinais, je ne savais pas. À Bali, il y a une école qui s'appelle la Green School. Elle a 10 ans déjà, ou un peu plus que 10 ans. Et c'est une école qui est totalement immergée dans la jungle indonésienne, qui fait fonctionner les 5 sens des élèves. Et des personnes du monde entier quittent leur pays pour pouvoir faire en sorte que leurs enfants soient formés dans cette école. Et c'est bête, mais ils vont apprendre à faire accoucher une vache. Vous allez me dire, c'est con, personne n'en a besoin. Mais si, peut-être qu'on en aura besoin un jour de pouvoir à nouveau être fermier ou agriculteurs, revaloriser ce côté-là. Ils vont faire des tours dans le village parce qu'ils ont donc ils sont autonomes en chauffage, par exemple, et c'est les enfants qui créent tout ça. Donc ils vont faire des tours dans le village pour aller récupérer les huiles de friture, et ces huiles de friture, les enfants vont être conscients qu'en utilisant cette huile et en la réutilisant, ils vont chauffer leur bâtiment. C'est hyper écologique en plus. C'est entièrement Green School en même temps. Mais ça, c'est vraiment on est immergé dans la nature et on les fait fonctionner avec la nature tout en étant connectés. Donc, ils apprennent aussi à utiliser les technologies de manière extrêmement raisonnée et raisonnable. Donc, c'est très intéressant. C'est vraiment, enfin, une fois pour toutes, faire fonctionner les mains et le cerveau et le corps de l'enfant. Parce qu'on est quand même fait de tout plein de choses et pas que d'un cerveau. Ouais, c'est ça. Le système finlandais, c'est le 3e meilleur au monde, donc il faut quand même se le dire. C'est un système où les enfants, ils n'ont pas énormément d'heures de cours par jour. Ils terminent à 13 heures. Je veux dire, ça aussi, pourquoi continuer à mettre 5 jours d'école de 8 heures de cours par jour? Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, en tout cas en Finlande, c'est ce qu'ils ont fait, c'est que les élèves apprennent par eux-mêmes des matières qu'ils souhaitent, donc c'est à disposition. Et ce qui leur est demandé, c'est de savoir gérer leur temps. Et donc, les élèves apprennent à gérer leur temps. Et ils terminent à 13h, le cours est fini, ils ont le temps libre.
Et c'est merveilleux parce qu'ils vont chez les uns, chez les autres. Et alors oui, certainement, on va dire, mais qu'est-ce qu'on fait des maths, des sciences, etc. Mais oui, mais l'élève va y aller de lui-même parce qu'il se responsabilise en constatant que à 13h, c'est fini. Donc à 13h, s'il n'a pas vu ce qu'il avait envie de voir, ce sera pour le lendemain. Et s'il est frustré, c'est de sa faute. Enfin, c'est de sa responsabilité que de ne pas avoir vu les maths qu'il aurait voulu voir, peut-être. Donc, voilà, ça, c'est vraiment c'est des pistes pour le futur et c'est ce dont je m'en inspire. Et de fait, ces deux systèmes, aussi bien celui de Bali que celui de Finlande, utilisent aussi ce côté mixité d'âge. Donc, transgénérationnel. Donc, je pense qu'on a quand même pas mal de choses qui se passent dans le monde pour pouvoir enfin s'en inspirer, quoi, en gros. C'est très, très beau. Est-ce que vous avez, toi, Philippine, est-ce que tu as un vœu pour le futur ou une envie, un rêve à faire passer ? J'aimerais qu'on trouve la confiance. C'est tout ce que j'aimerais. J'aimerais qu'on ait de l'espoir et qu'on s'y accroche et qu'on nous donne les outils pour espérer. En fait, c'est ça. J'aimerais qu'on nous donne les outils pour espérer et pour qu'on puisse enfin rebondir sur des choses saines et pas s'imaginer d'être effectivement dans la compétition constante. Aujourd'hui, on est dans un monde, et c'est peut-être terriblement utopiste, mais en même temps, j'y crois dur comme fer. Faire la guerre, parce que c'est ce qui se passe en Ukraine et en Russie, pour rappel, mais ça sert à rien. On ne peut pas éduquer ça, on ne peut pas enseigner ça à nos jeunes. On doit leur apprendre à avoir confiance et à donner les outils de cette confiance. Et toi, Gaïa ? Moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens osent plus. Je crois qu'on est fort cantonné dans ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on doit faire ou ce qu'on nous impose de faire. Et avec toutes ces pressions qui viennent dans tous les sens, et on le voit dans les jeunes générations, et pourtant je ne suis pas vieille, j'ai 29 ans, mais aussi chez les plus jeunes qu'on peut encadrer, c'est vraiment qu'on n'ose plus. On a des idées, on a des envies, on a des passions, on a plein de compétences, de talents, et en fait on n'ose pas se lancer parce que ça fait peur. Et moi, c'est juste ce que j'aimerais, c'est que les gens, ou les jeunes, ou enfin tout le monde, que les gens osent se réaliser, osent tout d'un coup péter un câble et sur un coup de tête se dire « Waouh, j'ai l'idée, allez, on essaye et puis on voit ». Et je crois que c'est ce petit grain c'est ce petit truc comme ça qui peut manquer ces derniers temps. J'aimerais vraiment qu'on puisse arriver à ça. Merci beaucoup, merci Gaïa et Philippine d'avoir apporté, vous, de l'audace, de la différence et du gai savoir vers le futur. Merci au Festival Millennium, Zlatina, Lubo, à Géopolis, Elisa et Ulrich qui produisent l'émission avec le festival, ainsi qu'au Café L'Ascenseur qui nous accueille si chaleureusement. Merci à Laura, Coralie, Céline, Skevi, Charles, Jimmy au son et toute la belle équipe derrière cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités étonnants. C'était Millennium se raconte. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, pleine d'espoir et d'idées.